Eh bien, il est 19h13 et comme tous les soirs, ils sont là pour notre plus grand plaisir. Évidemment, nos experts pour refaire l'actu encore très dense ce soir jusqu'à 20h sur BFM Business. Benjamin Coria est avec nous. Bonsoir Benjamin, bonsoir. Bienvenue, professeur de sciences économiques à Paris 13, membre des économistes atterrés. Richard Verly, bonsoir Richard. Bonsoir. Bienvenue, correspondant du journal suisse Blick à Paris. Puis Jackie Isabello qui est avec nous. Bonsoir Jackie. Bonsoir Guillaume. Fondateur du cabinet Parlez-moi d'impact. Bon, on continue d'observer bien sûr ce qui joue entre Israël et l'Iran. Intensification des frappes de part et d'autre, le ton qui monte sur le plan diplomatique. Vous avez vu les Russes aujourd'hui qui ont clairement mis en garde les Américains contre toute ingérence dans ce conflit. Trump se posait la même question qu'il y a 24 heures, vous me direz, a-t-il l'intention d'y aller? Écoutez ce que disait ce matin l'historien Justin Weiss chez nos confrères de France Inter. Il disait c'est son ego, rien que son ego qui va dicter sa conduite finalement dans cette histoire. Écoutez. Malheureusement, je pense que le maître mot, c'est psychologie. Et j'ai peur que les facteurs qui poussent Trump dans un sens ou dans l'autre soient avant tout son ego, son positionnement politique. Si ça fonctionne, eh bien, je préfère faire partie du camp de la victoire, être le président qui aura interdit à l'Iran d'obtenir la bombe. Si je vois qu'il y a trop d'opposition, eh bien, je serai le président que j'ai promis d'être pendant mon discours d'investiture, puisqu'il a dit je serai un pacificateur, et donc j'ai peur que ce soit basé essentiellement là-dessus. Lui-même dit qu'il ne sait pas dans quelle direction il ira. Voilà, Justin Weiss, l'historien, ce matin chez nos collègues de France Inter. Il rappelle une vérité effrayante qu'on connaît tous. Mais enfin, voilà où nous sommes rendus aujourd'hui, finalement, Richard. Oui, et s'il ajoute quelque chose, c'est qu'il veut être le patron. Son obsession, c'est d'être le patron de tout ce qui se passe dans le monde. C'est Netanyahou qui met de la danse, là. Eh bien, justement, c'est pour ça qu'il peut se retrouver pris dans l'engrenage, à savoir qu'il ne peut pas laisser une guerre s'enliser, laisser son allié israélien s'enliser, ce serait très mauvais. Donc il peut se retrouver happé par les circonstances. Reste à savoir s'il a été lui-même à l'origine des frappes israéliennes ou est-ce qu'il les a subies en quelque sorte. Là, on n'y voit pas encore très clair. Il y a un discours qui consiste à dire que Netanyahou l'a roulé dans la farine et va l'obliger d'une façon ou d'une autre à s'impliquer. Voilà. Alors à titre personnel, j'ai de la peine à y croire. Je crois qu'il avait très clairement, quand on voit le retrait des diplomates américains quelques jours, quelques heures avant les frappes, on peut quand même se dire que les échanges ont été importants. Benjamin. C'est très difficile à dire. Moi, je pense quand même que Netanyahou a dû lui tordre le bras. D'une certaine manière, même s'il l'a prévenu. Hein. Et je pense que son problème à Trump, alors on peut l'analyser comme un problème d'ego, je pense que ça existe. Hein. Quand on le voit parler, on comprend qu'il y a un ego comme ça. Mais aussi, il a un problème par rapport à sa base électorale. Oui. Moi, je pense que lui, il aurait envie d'y aller précisément pour être le président qui a mis fin au programme nucléaire iranien, puisqu'il n'a pas réussi par la négociation, ce qui m'a pas surpris, hein, qu'il n'ait pas réussi par la négociation. Non pas à cause de lui, mais à cause des Iraniens, dont on sait bien qu'il n'était pas question qu'il l'abandonne. Donc il est tiraillé entre ça, être associé à la fin, et être embringué dans une guerre qui risque d'être compliquée, longue, avec des tas de conséquences, et il n'a pas tranché. Enfin, à mon avis, il n'a pas tranché. C'est ça qui est étonnant, c'est le pas 2 de Trump qui commence véritablement à faire des ordres. Je veux dire on a tous bien compris que les Américains, l'Amérique n'était plus le gendarme du monde. Mais une telle hésitation, aujourd'hui, ça pose question. Voilà, Ouais, moi, j'y crois pas 2 secondes. Je voudrais juste revenir sur un truc. L'ego, certes, de toute façon, tous les hommes politiques en ont, sinon ils ne feraient pas ce métier. C'est quand même pas le premier. Rappelez-vous que Woodrow Wilson s'est fait élire en disant « je serai le président de la paix ». Il me semble qu'il a contribué à une toute petite guerre qui s'appelait la Première Guerre mondiale, dans laquelle nous autres communicants, puisque nous la connaissons très très bien, puisque nous avons appris à créer des commissions pour retourner l'opinion publique. Et c'est à cette occasion qu'on a créé d'ailleurs le métier des relations publiques sous la férule du neveu de Sigmund Freud. Mais c'est une autre histoire. Moi, je crois pas du tout à ça. Enfin, je crois que les géopoliticiens avaient quand même compris qu'il y avait une fenêtre exceptionnelle. L'Iran est totalement affaibli. Oui. S'éloigne de la Russie, perd le soutien de tous ses proxys. La Syrie, Hezbollah, s'est effondrée sur elle-même. La Syrie, ouais. 2e année de géopolitique qui se serait dit, à mon avis, là, il y a quand même une fenêtre. Les Israéliens, ça fait quand même 50 ans, j'exagère un peu, qu'ils disent qu'ils vont casser les 2 genoux des Iraniens. Ils n'attendent que ça. Donc cette fenêtre géopolitique, elle était marquée. Et j'aurais tendance à dire, c'est triste pour les gens,
mais d'un point de vue de ce qu'on attend d'un dirigeant, et je mets à part tout ce que fait Netanyahou dans d'autres guerres. Mais ça me paraît un très très bon mouvement. D'ailleurs, regardez, les gens critiquent Netanyahou sur Gaza, sur l'Iran, les opinions publiques sont plutôt assez favorables. Le discours des politiques, c'est dire Netanyahou fait le sale boulot pour nous. C'est ce qu'on dit les Allemands. Pour l'instant, Donald Trump regarde les... Juste terminons quand même. Enfin, je veux dire, Trump fait ce qu'il veut. Parce que c'est lui qui livre toutes les armes. Donc, vous voyez, déjà, si c'est vous qui donnez toutes les armes, vous avez quand même un poids certain. Et puis après, cette diplomatie de l'ambiguïté, comme on l'appelle, je crois que c'est sa marque de fabrique à peu près sur tous les dossiers. Il doit se délecter de continuer à l'utiliser. Richard. Oui, il ne fait pas quand même ce que Trump hésite pour vous. Est-ce que Trump hésite aujourd'hui? Voilà. Oui, je pense qu'il hésite. Et il hésite pour une raison simple, c'est qu'il doit se poser une question qu'il se pose toujours. Qu'est-ce que ça va me rapporter? Intervenir, ça va me rapporter quoi? Parce que, bien sûr, le régime iranien peut tomber, encore on n'en est pas tout à fait sûr, mais que va-t-il se passer ensuite? Et il va falloir gérer ce qui va se passer, parce que c'est sa responsabilité de président américain qui à ce moment-là sera engagé. Et donc il n'a pas du tout envie de s'occuper de ça, sans parler des conséquences économiques et mondiales qui seront bien évidemment débattues autour de ce plateau en permanence. Donc qu'est-ce que ça lui rapporte d'intervenir? Alors il faudrait qu'il ait une solution de rechange, mais il n'en a pas, et on sait que même lorsque les Américains en avaient une, ou croyaient en avoir une, c'était l'Irak 2003, vous avez vu le résultat. Oui, mais les Israéliens sont le proxy des Américains. Est-ce que vous avez entendu les Iraniens dire « Ah oui, les outils, c'est nous qui les utilisons ». Jamais. Ah, les outils, je ne sais même pas comment ça s'écrit. Netanyahou est le proxy des Américains dans cette affaire et dans la reconfiguration de l'espace, dans la nouvelle place que doit prendre l'Arabie Saoudite, c'est-à-dire une place très très importante. Eh bien, la carte géopolitique, là, pour le coup, moi je la trouve extrêmement claire sur le point de se redessiner et assez bien menée. Au-delà, encore une fois, des dégâts humains et matériels que ça peut. Moi, je suis d'accord sur un point. Pour Trump, la question des accords d'Abraham au sens large, c'est-à-dire du nouveau rôle de l'Arabie Saoudite et d'une alliance large, y compris d'investisseurs pour la restructuration non seulement du Moyen-Orient, mais de la planète, parce que il y a une quantité d'argent là. Bon, je pense que c'est ça son fil rouge. C'est un homme du business. Bon, alors la question c'est les conditions dans lesquelles l'Iran va s'effondrer. Si l'Iran s'effondre et qu'il y a une relève, même si elle n'est pas formidablement démocratique, mais qu'elle assure un minimum de cohérence, c'est gagné à 100%. C'est gagné à 100%. Parce qu'à ce moment-là, il n'y a plus l'Iran, donc on peut faire les accords d'Abraham XXL, si je peux dire, et tout baigne. Mais si on a un deuxième Irak, c'est-à-dire si on a un chaos supplémentaire dans un pays de 92 millions d'habitants qui a tous ses relais, alors là, du coup, même les accords d'Abraham ne sont pas possibles. Il n'y a pas de stabilité, il n'y a rien. Donc je pense que c'est ça le grand élément de décision. C'est où est-ce qu'ils en sont, si je peux dire, les uns et les autres, avec les différentes oppositions iraniennes et leur capacité à apporter une solution. Posons peut-être, si vous me permettez, la question de la place de la France, parce que n'oublions pas quand même que la responsabilité de la France dans le développement de cette théocratie, elle est quand même majeure. N'oublions pas que l'espèce de théoricien de cette théocratie du Vilayat al-Fekir, qui est un espèce de chiisme complètement rétrograde, personne ne le connaissait, ce type, quand il est retourné en Iran. Qui a assuré sa médiatisation extrême? C'est quand même un peu notre pays, et je crois qu'il vivait pas très loin de notre belle ville de Paris, dans cette région Île-de-France. Aujourd'hui, j'entends pas quelle est la place de la France. On va être dépité par la place de l'Europe, mais la place de la France, quelle est-elle? La place de la France, il est vrai qu'elle a une responsabilité. Encore une fois, il y a celle liée à l'ayatollah Khomeini, comme vous le disiez, qui était en exil en France et qui a été renvoyé de Neauphle-le-Château. Mais il y en a d'autres aussi. La France avait une responsabilité dans la crise, dans l'affaire irakienne. Je rappelle qu'elle avait armé Saddam Hussein pendant longtemps également. Donc la France, dans toute cette région, à un moment donné, a passé des alliances ou a fait des paris qui souvent se sont retournés contre elle. Juste un élément sur le scénario. Je pense
que Donald Trump a un scénario qu'il aimerait. C'est ce qu'on pourrait appeler le scénario Al-Sisi, le président égyptien, le maréchal égyptien. C'est-à-dire un autocrate absolu, quelqu'un qui tient sa population d'une main de fer, mais qui est pro-business, pro-américain, et qui peut accepter la paix avec Israël. Qui pour incarner mais voilà, le problème, c'est que n'oublions pas une chose, l'Iran, ce n'est pas une dictature militaire, c'est une théocratie. C'est complètement différent, et 44 années de théocratie, ça laisse des traces profondes dans la société. Mais avec une culture, avec une classe moyenne, avec c'est là que s'arrête la comparaison. Vous avez entendu hier, on diffusait hier Macron qui faisait la comparaison avant-hier avec l'Irak de 2003, et beaucoup vous disent la comparaison. Ça n'a rien à voir. Ce ne sont pas les mêmes pays, ce ne sont pas les mêmes histoires, ce ne sont pas les mêmes typologies de population. Voilà, ça a une culture, sont des gens admirables. Moi, je rêve d'y aller, de les serrer dans mes bras, de reparler de cette culture, de leur cuisine. Enfin, c'est des gens exceptionnels. À un moment, ils se sont un peu ouverts. Ce pays a des chances de se redresser sur ses Parce qu'il y a 40 ans, ce pays a mis l'accent sur la formation, sur le courage des femmes dans cette société qui risquent leur vie tous les jours. C'est tout à fait juste. Enfin, et c'est là où on peut les aider. La civilisation perse, c'est quelque chose, et elle n'est pas morte, malgré les mollahs et malgré tout ça. Moi, je suis pas spécialiste de la zone, mais de ce que j'ai lu et de ce que je comprends, il y a quand même plusieurs groupes, à la fois ethniques, politiques, etc. Bon, voilà. Bon. Il y a des diasporas qui sont aux États-Unis, il y a des diasporas qui vivent en France, pas très loin d'ici. Semble-t-il, aucun de ces groupes, à lui seul, ne peut assurer un pouvoir qui soit reconnu par l'ensemble des autres. Donc la grande question, c'est quelle coalition entre ces différents groupes qui existent, les Moudjahidines du peuple, ils continuent d'exister. Ils ont été sortis de la liste des organisations terroristes. Voilà, ils existent. La question, c'est leur capacité à faire une coalition pour prendre la suite. Alors, avec un régime qui sera ce qui sera, mais de toute façon, qui sera infiniment plus, on va dire, doux, si j'ose dire, vis-à-vis du peuple, que celui des mollahs. Je rappelle vous semblez déjà acter tous du régime. Alors justement, j'allais y venir. Je rappelle qu'il y a un scénario, et je ne fais pas de comparaison entre les pays, mais entre les situations. Rappelez-vous ce qu'a été l'Irak entre la première et la seconde guerre du Golfe. C'était un État failli. On avait laissé Saddam Hussein. On avait un méchant. Parce que Bush s'est arrêté aux portes de Bagdad. Absolument. On avait un méchant qu'on pensait désarmé. Après, on a dit qu'il était surarmé. Et c'était une situation déliquescente. On a laissé l'Irak pourrir sur pied littéralement. Ça a alimenté une bonne partie de corruption internationale. Il y avait des sanctions, etc. Moi, c'est ce que je redoute pour l'Iran, parce que rappelons quand même que le méchant, il peut aussi arranger un certain nombre de pays, dont les États-Unis, avoir un bouc émissaire vers lequel on se tourne en disant c'est de sa faute. La situation est pas du tout la même, je pense. Aujourd'hui, si vous regardez la configuration des États autour de l'Iran, ni les Égyptiens, ni les Saoudiens, évidemment ni les Israéliens, et ni les Américains, et ni ceux qui ont une culture du renseignement et qui sont en Iran sans le dire, n'assureront la déstabilisation de cet État, comme tout un tas de pays se sont amusés à déstabiliser l'Irak dans la région, et l'Iran, sans doute la première. Donc la situation est assez différente, et ce qu'il faut regarder, c'est à bas bruit comment cette société continue d'être extrêmement solidaire dans plusieurs manifestations de douleur et de révolutions qui ont été réprimées et qui les ont énormément soudées. Et je pense qu'il y a des choses qu'on perçoit mal chez eux. Il faudra capitaliser sur ça. Et après, évidemment, Benjamin Netanyahu ne peut pas s'arrêter. Il faut que le régime tombe. Parce que vu la violence des combats, et ce qu'on nous annonce, ça n'est pas fait uniquement pour jeter 2-3 pétards et puis voir les patriotes les intercepter dans le ciel. On est passé à une étape bien supérieure. Allez, voilà pour ce conflit Iran-Israël qu'on suit évidemment jour après jour, heure après heure sur BFM Business. On marque une pause, on vient avec nos experts. On va revenir en France avec des sujets bien franco-français. Le nucléaire, là, ça y est, qui s'offre officiellement une nouvelle jeunesse grâce à un petit amendement hier passé un petit peu sous les radars